Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisqu'on va parler de mes deux machines à coudre à manivelle, de ma machine à coudre de 1880 et de ma machine à coudre de 1910, juste ici. Je vous avais promis un comparatif entre les deux pour voir un peu l'évolution en l'espace d'une trentaine d'années. Et donc on va le faire tout de suite. Et comme vous pouvez déjà le voir à la caméra, il y a déjà une grande différence de taille, mais il y a aussi une grande différence de poids, puisque celle-ci fait entre 12 et 14 kg et celle-ci fait 20 kg. 12 et 14 selon avec ou sans le coffret, et celle-ci a fait 20 kg et sans le coffret elle fait 18 kg. Voilà. Donc ce sont des machines qui sont totalement différentes de par leur taille, de par leur poids, mais aussi de leur marque, puisqu'il ne s'agit pas de la même marque pour les deux. Celle-ci c'est une Clemens Müller et celle-ci c'est une Singer. Donc qui ne connaît pas la marque Singer, tandis que la marque Clemens Müller est un peu moins connue, et pour cause, puisqu'il vendait en France sous le nom de Désiré Bacle, donc qui était un revendeur à Paris. Il n'a jamais en fait réellement apposé son nom sur ces machines puisqu'elles sont sorties très peu de temps après la guerre franco-prusse. Donc si vous ne savez pas ce qu'était la Prusse, il s'agit de l'Allemagne actuelle. Et alors qu'on sortait d'une guerre, eh bien les Français n'étaient pas tellement pour les Prussiens, donc leurs machines à coudre étaient en général laissées de côté. C'est pour cela que Clemens Müller a choisi de distribuer ses machines, notamment par le biais de Désiré Bacle. Il y a eu d'autres distributeurs, mais on va parler notamment de Désiré Bacle, puisque c'est par ce biais-là que ma machine a été vendue en France. Quant à ma machine à coudre Singer de 1908, elle a été produite dans l'usine historique de Singer en Écosse et elle était destinée à la commercialisation sur le territoire anglais. Et maintenant qu'on a fait un petit peu l'historique des deux machines, je vais vous montrer les différences qu'il y a notamment au niveau des coffrets. Comme vous pouvez le voir sur ma Singer de 1908, la marqueterie en damier est très présente. Elle est quelque part emblématique de ce modèle puisqu'énormément de couvercles ont été décorés avec ce motif. On peut dire quelque part que c'est la décoration de la marque d'un point de vue des coffrets. Cependant, il existe encore un coffret qui est plus emblématique mais que je ne possède pas. Il s'agit du coffret rond. Je verrai en montage si je peux vous insérer la photo juste ici, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. Quant à la machine de chez Clemens Müller, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de marqueterie au niveau des faces avant, mais que toute la marqueterie, tout le travail est sur le dessus du coffret directement. Alors c'est vraiment une œuvre d'art puisque toutes les veines du bois ressortent et sont alignées les unes aux autres. On pourrait presque croire à un travail de tailleur sur un costume. Pareillement, au niveau des poignées, on retrouve sur la Clemens Müller la poignée sur le dessus. Quant à ma Singer, les poignées se trouvent directement sur le côté. Quant au bois composant les deux machines, pour la Singer, je sais qu'il s'agit d'acajou, c'est sûr. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai enfin réussi à trouver de quel bois étaient faits les Singer. Donc celle-ci, enfin du moins pour celle-ci, c'est de l'acajou. Et pour la Clemens Müller, je ne sais pas trop encore, ça ressemble assez à du chêne mais également aussi à de l'acajou. Donc il va falloir que je fasse un peu plus de recherche, mais vous pouvez voir que le bois est assez semblable. La seule différence notable, c'est l'utilisation pour la Singer de vernis, tandis que pour la Clemens Müller, on dirait qu'elle a plutôt été saturée. On remarque également une différence d'un point de vue des serrures. Sur la Singer, il s'agit d'une serrure ronde, tandis que sur la Clemens Müller, il s'agit d'une serrure comme on a l'habitude d'en voir encore aujourd'hui. Et bien évidemment, qui dit serrure différente, dit aussi clé différente. Comme vous pouvez le voir, j'ai la chance d'avoir la clé sur ma Singer de 1908. Alors je vais pouvoir vous montrer la différence entre une clé en 1908 et une clé en 1880. En 1880, il s'agit d'une clé comme on peut encore en retrouver aujourd'hui. La seule différence est que au niveau de l'anneau, il est rond plutôt que parfois on peut avoir quelques petites fantaisies au niveau des clés, avoir des petits nuages ou des formes un petit peu différentes. Là, elle est toute simple, mais elle est déjà très moderne par rapport à aujourd'hui. Par contre, pour la Singer de 1908, eh bien, la clé est très différente, puisqu'il s'agit
ici d'une clé ronde et qu'elle possède une finition carrée. Donc il y a une grande différence entre les deux et honnêtement je suis assez contente de pouvoir avoir les deux clés et d'avoir pu faire la comparaison entre les deux puisque je trouve ça fascinant. Comme vous avez pu voir, il existe de nombreuses différences entre une machine à coudre de 1880 et une machine à coudre de 1908. Je vais maintenant vous montrer les différences d'un point de vue de la machine à l'intérieur et vous montrer toutes les petites particularités qu'il y a chez l'une et chez l'autre qui sont absentes de l'une et de l'autre. Vous allez voir, c'est l'ouverture sur un autre monde. Hey, tu vois pas que tu j'aime? Allez, fille. Oui, allez. C'est quelque chose de totalement différent entre les deux. Et apprendre comment fonctionne une machine à coudre de 1880, pour ce faire, il faut oublier ce qu'on sait sur une machine à coudre qu'on a déjà. Donc moi par exemple la 1908 de chez Singer, je vous laisse voir, je vous laisse découvrir tout ça, je vous emmène tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la différence de taille est assez notable puisque celle-ci est bien plus haute, donc la Singer est bien plus haute que la Clemens Müller. Notamment de par l'épaisseur de sa table en bois, puisque celle-ci est bien plus fine que la Singer, on voit bien que alors que la Singer prend encore environ 5 cm supplémentaires, ce n'est pas le cas de la Clemens Müller. Ensuite, on peut voir également au niveau du bras de la machine que la Singer est plus épaisse par rapport à la Clemens Müller qui est beaucoup plus fine. On peut également voir qu'au niveau des dévidoirs pour faire les bobines, ce n'est pas du tout la même chose puisqu'ici il y a des points de tension pour pouvoir faire la bobine correctement. Cependant, le mécanisme fonctionne pareil. Pour insérer la bobine, il suffit de tirer ici la petite molette, tandis que pour enclencher ici le dévidoir, il faut relever cette petite pièce avant de pouvoir faire la bobine, ce qui n'est pas le cas chez les Singer puisqu'il suffit de remonter le dévidoir et celui-ci est enclenché, on peut faire la bobine. C'est bien plus simple que sur la Clemens Müller. Donc c'est vrai que ça a aussi un avantage puisque c'est plus pratique pour pouvoir la faire. Il n'y a pas besoin de passer par plusieurs étapes. Autre point différent entre les deux, c'est la manière de mettre en place le volant. Comme vous pouvez le voir sur la Clemens Müller, il suffit de tirer la poignée qui est en céramique ici et le volant est actionné. Alors que sur la Singer de 1908, il faut premièrement coincer cette petite pièce qui va permettre l'entraînement de la roue et puis relever le manche ici, bien claquer pour être sûr qu'il ne bouge plus et c'est comme ça que l'on met en place le volant sur une Singer de 1908 à manivelle. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux mécanismes totalement différents qui font la particularité de ces deux machines et que personnellement j'adore. Outre les différences esthétiques au niveau des machines et puis sur l'entraînement au niveau des volants, il y a aussi une caractéristique qui est assez importante à souligner. Pour les machines comme ma Clemens Müller qui sont des machines de type Saxonia, ce n'est pas du tout le même système de navette. Donc ici il s'agit de navettes bateau. Donc on voit bien ici la forme d'un bateau pour la navette. Tandis que pour la Singer de 1908, il s'agit d'une navette vibrante. Donc là aussi, il y a une grande différence. Comme vous pouvez le voir, elle est totalement ronde et elle ressemble un peu à une fusée. Alors que celle-ci, on voit vraiment bien qu'elle ressemble un peu à la coque d'un bateau ou d'une chaloupe, comme vous voulez. Les deux c'est possible. Et bien évidemment, qui dit navette différente, dit aussi fonctionnement différent. Pour la navette bateau, il s'agit d'une navette qui va passer de gauche à droite, puis de droite à gauche pour venir coudre, ce qui formera un point noué. Tandis que pour la navette comme celle-ci sur la machine à coudre de 1908, il s'agit d'une navette qui va venir en arc de cercle comme cela et qui va venir produire un point qui ressemble énormément, voire même qui est identique au point des machines modernes. Ça c'est pour la différence au niveau du point
Et je dois dire que je suis assez bluffée par rapport au point des navettes bateau, puisque je le trouve encore plus fin et encore plus solide que les points sur une navette vibrante. Et pour le coup, la différence que l'on peut trouver d'un point de vue esthétique pour les deux modèles différents de fonctionnement au niveau de la navette, il s'agit d'une différence au niveau de l'ouverture. Par exemple, ici, on ouvre pour pouvoir venir insérer la navette comme ceci. Et ensuite, pour pouvoir venir refermer, c'est assez simple puisqu'il suffit directement d'actionner le volant et hop, ça se referme tout seul. Donc c'est assez pratique puisque pour le coup, on n'a rien besoin de faire par la suite. Alors que pour la machine à coudre de 1908, la Singer, il faut venir retirer la plaque ici. Et ensuite, venir insérer la navette. Faire remonter le fil, quoique certains mettent le fil directement à l'intérieur et referment. Moi je préfère directement faire remonter le fil comme ça me permet de voir. Et en même temps j'aime tellement le mécanisme que de toute manière je ne peux pas m'empêcher de regarder le fil monter et de regarder la navette bouger. Et donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, eh bien il s'agit, hop, voilà, d'un fonctionnement. Hop, on voit bien que la navette fait un arc de cercle pour venir former le point. Alors c'est un peu plus compliqué de la montrer sur la Clemens Müller puisque une fois que le cache est fermé, eh bien, on ne peut pas voir. Donc c'est le petit inconvénient en fait. Mais on peut le voir directement sur le dessous de la machine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et au passage, je vais en profiter pour vous montrer comment on ouvre une machine à coudre en 1880. Donc il suffit de venir tourner la vis ici. Il faut tourner un petit moment quand même. Faire attention à bien prendre la rondelle ici, puisqu'elle est indispensable pour éviter de faire trop de mal au niveau de l'émail. Alors que sur la Singer de 1908, il suffit juste de venir hop, rabattre cette petite pièce et on peut soulever la machine. Et maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne la navette depuis le dessous. Alors voilà, une fois actionnée, comment elle va venir fonctionner. On voit bien qu'elle fait un chemin droit plutôt qu'un chemin en arc de cercle. Et on voit bien que le mécanisme n'est pas non plus le même, mis à part cette pièce ici et la pièce qui permet d'avoir la navette qui va de gauche à droite. Tout est assez plat, contrairement aux machines à coudre de 1908. Et voilà un mécanisme d'une machine à coudre Singer de 1908. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de rondeur au niveau de tous les composants qui vont venir actionner la machine. Et comme vous pouvez le voir, on voit bien que la navette fait là encore un arc de cercle, ce qui change tout le fonctionnement du mécanisme. Alors que sur la Clemens Müller de 1880, eh bien, tous les mécanismes font des cercles. Là, ici, il s'agit plutôt d'un système de balancier. Donc ça change énormément de l'une à l'autre. En l'espace d'un peu moins d'une quarantaine d'années, tout a absolument changé d'un point de vue de la forme, mais aussi de la manière dont sont placés les composants et surtout de l'actionnement directement de la machine. Parce que même si toutes les deux ce sont des machines à manivelle, vous avez pu voir que les manivelles ne sont pas identiques et que le fonctionnement lui aussi est différent, puisque sur la Clemens Müller, le point est un point noué, alors que sur la Singer de 1908, eh bien, le système de points est un point moderne tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Autre changement entre les deux machines, c'est qu'au niveau de la Singer, on n'a plus tous les réglages qu'il y a sur la Clemens Müller. Autre différence entre les deux machines, c'est que sur le haut, ici, on ne trouve plus en 1908 qu'un réglage pour la pression du pied presseur. Donc on peut régler si on veut plus ou moins de pression sur le pied presseur. Donc moi ici c'est grippé, il faut que je le dégrippe. Je m'en suis aperçue il n'y a pas si longtemps que ça, et comme elle n'a pas été utilisée depuis un moment, eh bien je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite par rapport au bloc de tension, il se trouve sur le devant ici. Donc on va venir passer le fil là comme ça dans le petit ressort, puis dans le dispenseur de fil avant de le passer dans le petit crochet, puis de venir le mettre
dans le guide fil ici, puis enfin sur l'aiguille en enfilant le fil de gauche à droite, alors que sur la Clemens Müller de 1880, on retrouve, comme vous voyez, beaucoup plus de réglages. Donc ici, c'est pour régler la tension. Donc plus on monte et moins il y a de tension. Et plus on baisse, plus il y a de tension. Donc ici, on retrouvera un réglage pour régler la hauteur de la barre à aiguille. Donc je n'ai pas encore testé du tout ce réglage, mais je sais que c'est possible. Par exemple, si vous avez une aiguille un peu plus petite ou plus longue que celle qui a été faite à l'origine. Et ici, on retrouve la molette de réglage de la pression du pied presseur. Donc c'est pareil que sur la Singer, on peut régler le pied presseur et c'est le seul réglage qu'ils ont gardé. Bon, après, on a aussi sur la Singer de quoi régler la tension. Il y a une petite molette juste ici qui permet de régler la tension. Mais avant, elle était sur le dessus plutôt que directement au niveau du bloc. D'ailleurs, on voit également que le bloc de tension, il est ici. On passe le fil ici pour pouvoir bloquer la tension. Puis ensuite, on vient le passer dans le disperseur de fil. Puis, on descend et il y a ici... Vous voyez une encoche où il faut passer le fil, le repasser devant, le passer dans le crochet avant de venir le mettre dans l'aiguille. Et l'aiguille fait assez impressionnant, c'est que cette aiguille s'enfile de l'avant vers l'arrière comme les machines modernes d'aujourd'hui. Donc c'était une machine qui était très moderne pour son époque. Malgré qu'elle soit de 1880, elle ressemble énormément quelque part aux machines à coudre d'aujourd'hui. On retrouve également des changements au niveau de la longueur de point sur la machine, donc sur la Clemens Müller de 1880. Ça se trouve ici au niveau de cette vis-là, donc pas celle-ci mais bien celle-là. Et on va pouvoir venir en dévissant faire glisser, hop, pour pouvoir allonger ou rétrécir le point. Donc vers ici c'est pour rétrécir le point et par là c'est pour l'allonger, mais ce n'est pas le seul réglage pour pouvoir régler la longueur de point puisqu'il y en a deux en réalité sur cette machine. Donc je vais essayer de vous montrer ça bien. Voilà, il y a, comme vous pouvez le voir, un second trou ici où on peut venir mettre la vis. Et donc, si je viens mettre ma vis ici, le fonctionnement est identique. Il faudra passer la roue de gauche à droite pour pouvoir allonger ou rétrécir le point. Seulement là, moi, ma vis, elle est mise à gauche par rapport aux deux trous, comme vous pouvez le voir. Et le fait de l'avoir mis à gauche, mon point est plus petit que si je l'avais mis à droite. C'est-à-dire que si je prends ma vis et que je la mets à droite, quand j'irai toute à droite, mon point sera plus long sur ce trou, le trou ici, là donc le trou qui est pour le moment vide, il sera plus long que si je fais un point long avec ma vis ici directement. Et pareil inversement, mon point sera plus petit ici, donc là où est ma vis actuellement, que si je la mettais sur le trou à côté. Ce sont deux réglages différents, comme ça on peut avoir encore une autre idée du point, c'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple, j'ai pas vraiment calculé, mais en laissant la vis ici, on peut arriver à du 3-4 points par centimètre. Et imaginons que je la mette ici, on pourra avoir du 3-4 points par centimètre. Bon, je n'ai pas vraiment testé encore parce que la mettre ici me convient très bien, donc je n'ai pas testé. Mais c'est pour vous donner une idée, ce sont des chiffres approximatifs que je viens d'inventer. Donc voilà, si vous voulez tester de le mettre là, moi je ne pense pas que j'en aurai besoin. Mais par exemple, si vous voulez faire des fronces assez grandes, assez larges, c'est l'idéal. Moi, j'aime bien les fronces qui sont assez serrées, assez fines, donc je laisse toujours ici. De toute manière, par défaut, je couds toujours avec un petit point, donc je n'ai pas vraiment l'usage d'avoir de grands points. Donc pour le moment, je la laisse là. Mais sachez que si vous en avez une de ce style-là, donc une Saxonia, vous pouvez régler la longueur de point sur deux différents réglages. A contrario, sur la machine Singer, il s'agit d'un réglage unique qui est ici, où on va venir tourner
ou complètement à droite pour avoir un grand point, ou vers la gauche pour avoir un point de plus en plus petit. Donc vous allez voir que vous pouvez aller vraiment loin pour faire un point tout petit. Il me semble même que le point sera plus petit sur la Singer comme cela que sur la Clemens Müller. Même réglé selon mes réglages à moi, le point sera plus petit sur la Singer que sur la Clemens Müller. Après, je n'ai pas testé, donc c'est pas sûr à 100%, mais il me semble que le point sera plus petit sur la Singer. Hop là je suis à fond, donc mon point il est vraiment petit. C'est le point le plus petit que je puisse faire. Donc il faudra que je teste. Là aussi peut-être que je ferai plus quelques réels pour vous montrer ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les différences de points. Je pense que du coup je vais réaliser une petite série entre les différences de points entre la machine à coudre de 1880 et celle de 1910 avec des réglages semblables d'un point de vue de la longueur de pointe pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Autre différence qu'on voit tout de suite d'un point de vue esthétique, ce sont les petits regards ici que l'on a pour pouvoir aller voir les mécanismes à l'intérieur de la machine que l'on n'a pas sur la Clemens Müller de 1880. Ce qui permet de pouvoir voir au niveau du dispenseur de fil s'il y a un problème, puisque ce sont des pièces qui sont soumises à frottement et bien évidemment qui ont besoin d'être huilées très régulièrement, et donc c'est vrai que c'est très avantageux de pouvoir regarder directement sans avoir à démonter la machine, ce qui n'est pas le cas avec la Clemens Müller. Il y a aussi un autre moyen de pouvoir voir les mécanismes, cette fois-ci à l'arrière, et il est juste ici. Il suffit de dévisser légèrement la vis ici et d'ouvrir, et on peut avoir accès directement au mécanisme interne donc de la machine. Et c'est ce qui permet là également de pouvoir venir huiler la machine correctement, puisque parfois ce n'est pas suffisant de mettre l'huile directement par le dessus au niveau du trou réservé sur le bras de la machine, et donc ça permet de venir huiler quelques pièces qui sont un petit peu plus bas et qui sans ça n'auraient pas d'huile. Donc c'est assez avantageux puisque ça permet de ne pas démonter l'entièreté de la machine. On peut directement passer par ces petites ouvertures pour prendre soin de sa machine. A contrario, sur la Clemens Müller, il va falloir venir dévisser les vis ici pour pouvoir avoir accès directement au mécanisme interne de la machine. D'ailleurs, si vous avez regardé les vidéos de nettoyage, puisque j'ai fait pour chacune de mes machines des vidéos de nettoyage, vous pourrez voir que les mécanismes sont eux aussi différents à l'intérieur. Donc je vous laisse aller regarder ces vidéos pour voir les différences et surtout comment on prend soin de ces petits bijoux anciens. Aussi un autre changement, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on a la présence ici d'une règle marquetée pour la machine de 1880, donc qui va venir servir de plaque à aiguille, donc de plaque graduée, tandis que sur la Singer, on n'a pas du tout cela, donc on n'a pas du tout de repère. Il faut absolument marquer les marges de couture. Il faut aussi le faire avec la machine de 1880, puisque une fois que vous avez dépassé avec votre tissu vos marquages, eh bien vous n'avez plus du tout de repère. Donc le mieux c'est aussi de marquer pour les deux les marges de couture, comme ça vous êtes sûr de toujours coudre droit et ne pas avoir de problème au niveau de vos marges de couture. Et voilà, vous connaissez maintenant les différences entre une machine à coudre Singer de 1908 et une Clemens Müller de 1880. Bon, normalement les deux sont totalement différents puisqu'il ne s'agit pas de la même marque. Enfin, presque, puisque Clemens Müller a travaillé pour Singer de nombreuses années avant de rentrer en Allemagne, monter sa propre entreprise de fabrication de machines à coudre. Et d'ailleurs, autre anecdote historique, cette machine à coudre, donc la Clemens Müller, est inspirée au niveau du point des Wilcox & Gibbs, qui sont des machines elles aussi américaines et qui fonctionnaient au point noué, ce qui est le cas pour celle-ci. Il a donc, en rentrant, mixé un petit peu de Wilcox & Gibbs et de Singer pour pouvoir créer sa propre machine. C'est un fait assez surprenant puisqu'il n'a jamais travaillé pour Wilcox & Gibbs à ma connaissance, mais eh bien, il voulait, semble-t-il, avoir une machine à coudre qui était très silencieuse. Eh bien oui, il faut dire que la réputation des femmes de cette époque était de s'évanouir
constamment au moindre petit bruit, au moindre petit changement dans leur vie. Et donc cette machine à coudre a été créée dans le style des Wilcox Gibbs qui, pour vendre leur machine, avaient utilisé comme slogan, on peut dire, ainsi les femmes les plus délicates n'auront plus de problème, ou quelque chose comme ça. Mais c'était dans cet esprit-là, je n'ai plus la citation complète, mais elles étaient créées pour faire le moins de bruit possible, pour être sûr que les femmes ne s'évanouissent pas. Oui, on s'évanouissait un petit peu pour tout et pour rien à cette époque. Quoi qu'il en soit, ce sont à elles seules de véritables pièces d'histoire, prises aussi bien séparément qu'ensemble. Elles racontent l'histoire de ces femmes qui ont acheté ces machines, que cela soit pour une activité personnelle ou professionnelle. Certaines femmes économisaient des années leur salaire pour pouvoir se l'offrir. Et d'ailleurs, Singer pour cela a été assez audacieux puisqu'il a été inventeur du crédit à l'achat. Vous pouviez acheter votre machine Singer en crédit, c'est-à-dire que vous pouviez, comme aujourd'hui, venir acheter votre machine et payer en plusieurs échéances. Seulement, elles étaient assez chères et certaines couturières n'arrivaient pas à rembourser l'entièreté de la machine. Dans ce cas-là, Singer venait la saisir. Ça me rappelle quelque chose. C'est toujours le cas aujourd'hui pour énormément de choses. Donc ça a été le premier à inventer le crédit à la consommation et on utilise toujours ce système aujourd'hui. Donc plus de 100 ans plus tard, puisque la première machine à coudre Singer est sortie en 1875. D'ailleurs, à l'époque, elle était vendue plus de 100 francs et 75 francs pour les machines à manivelle. Pour certaines, puisque bien évidemment, selon les modèles, ça change. Celle-ci étant une 27K, elle n'a pas coûté exactement la même chose à la personne qui l'a acheté en premier que ma machine à plateau juste ici, qui est de 1910, qui elle est une 66K. Et bien évidemment, ce qui comptait aussi était le tirage, parce que bien évidemment, celle-ci a été vendue à plusieurs milliers d'exemplaires, tandis que celle que j'ai juste ici à plateau a été vendue à 300 exemplaires. Donc bien évidemment, en fonction de à qui elle était destinée, les prix n'étaient pas identiques non plus. Tandis que pour Clemens Müller, j'ai pu retrouver quelques fichiers qui parlaient un petit peu du prix. C'était sensiblement le même que chez Singer, seulement beaucoup moins de machines ont été produites. Et contrairement à Singer, il n'y avait pas de système de reprise. En général, une femme, quand elle l'achetait, elle la gardait jusqu'au bout, ou à moins qu'elle veuille la changer pour, par exemple, une Singer. Mais il n'y avait pas de système de reprise, ou tout du moins, je n'ai pas trouvé d'informations à propos d'un système de reprise. Tandis que pour Singer, si vous vouliez racheter un nouveau modèle, vous pouviez ramener votre ancien modèle directement chez eux. Ils vous la reprenaient seulement pour pouvoir limiter le marché de l'occasion, donc de la seconde main sur leur machine. Ils détruisaient les machines dès qu'ils les avaient de nouveau en main. Ce qui permettait de faire flamber bien évidemment les prix et qui empêchait les femmes qui avaient peu de moyens de pouvoir s'en offrir une de seconde main. C'est pour cela que pour certaines, il existe très peu d'exemplaires, sans compter ceux qui ont été perdus, qui ont coulé avec certains navires, comme possiblement le Titanic, celles qui ont été perdues liées à la guerre, et celles qui ont été détruites parce qu'elles ont été très mal entreposées, où les gens en ont très mal pris soin. Donc beaucoup ont été détruites de par Singer, mais aussi de par le temps et certaines de par l'usage. Donc aujourd'hui, même s'il en existe encore quelques milliers en circulation, ce n'est rien à côté de celles qui circulaient il y a encore au moins une centaine d'années. De même, niveau production, Singer aura produit plusieurs centaines de milliers de machines, tandis que Clemens Müller seulement quelques milliers. Il leur a mis énormément de temps à pouvoir vendre ces machines, près d'une dizaine d'années, il me semble, si je ne me trompe pas. Et bien évidemment, il en a produit bien moins que Singer. Il me semble avoir fait le calcul et avoir vu d'après les registres de sortie uniquement quelques milliers, quelque chose comme 10 000, 15 000 machines. Je peux me tromper, je ne me souviens pas très bien de ça, mais c'est dérisoire par rapport à Singer. Et c'est là aussi où on va parler prix, c'est-à-dire que techniquement, celle-ci, quand vous avez quelqu'un qui s'y connaît, vraiment les prix peuvent monter assez haut quand même, j'en ai vu qui valait très cher. Il y a rien de moins que 2-3 jours, j'en ai vu passer une à 1300 €. Donc ce sont des pièces d'art, de collection aujourd'hui qui doivent perdurer et il y a des gens qui savent ce qu'ils ont. Donc les Clemens Müller,
Contrario, des singères valent plus cher puisqu'elles étaient plus rares aujourd'hui, tandis que les singères on peut encore en trouver à des prix très raisonnables. Je sais que ma maman, sa singère à plateau, elle l'a acheté 20 €, donc on peut encore en trouver en très bon état pour des petits prix, mais à savoir que certaines, les prix peuvent s'envoler. Moi j'ai eu de la chance par exemple pour celle-ci de l'avoir à un très bon prix par rapport à ce qu'elle vaut réellement, puisque je n'ai pas réussi à calculer son prix réel vu qu'elle a été tirée à 300 exemplaires, mais je pense qu'elle vaut quand même plus cher que ce que je l'ai acheté, et c'est pareil pour celle-ci, même si elle a été vendue à quelques milliers d'exemplaires et qu'il en reste encore énormément en circulation, et bien elle a un prix, elle a un coût, mais qui est assez dérisoire par rapport à ces deux-ci, donc vous pouvez très facilement en trouver à très bon prix, y compris outre-Atlantique et outre-Manche. Cependant, là encore, il faut faire attention puisque des frais de douane peuvent s'appliquer en plus. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la liker et à la partager, et n'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir voir toutes les vidéos sans en rater aucune. Et maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures extraordinaires.